Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau supplément qui m'a été fourni gracieusement par Chaosium, qui va porter sur, assez étrangement, des enfants. C'est un supplément qui s'appelle Campfire Tales, Scouts Against Cthulhu, donc c'est en gros des histoires au coin du feu, des scouts contre Cthulhu, qui, comme son nom l'indique, vous permet d'incarner des scouts dans les années 1910 et pas exactement 1920, donc ça se passe un peu avant pour une raison simple, c'est que l'idée principale du jeu, c'est de vous permettre de jouer vos investigateurs quand ils sont enfants, adolescents, jusqu'au passage à l'adulte qui est censé être le grand finish. C'est évidemment, et c'est un peu comme ça que je rentrais dedans, très frileux, hein, je l'avoue, une manière d'accaparer les gens qui ont beaucoup aimé Stranger Things, avec beaucoup d'inspiration, puisque la majorité des gens qui composent l'équipe éditoriale et rédactionnelle de Chaosium sont des gens qui ont la cinquantaine, donc il y a aussi beaucoup d'inspiration, de Stand By Me, bon, qui est un très grand film, beaucoup de choses justement sur l'incapacité des adultes à comprendre ce que font les enfants, le passage évidemment à l'âge adulte, et l'idée que l'enfance est une partie pour conserver une sorte de fantaisie, et cette fantaisie va se heurter évidemment aux horreurs du mythe. Alors c'est là où vous allez voir au fur et à mesure, malgré les appréhensions que j'ai eues, il y a des tentatives qui sont faites en profondeur pour changer la manière dont on joue à Cthulhu avec des enfants et des ados par rapport à ce qui va se passer dans le Cthulhu classique. On va y revenir, c'est pas la peine que j'épilogue 107 ans, donc on va voir ça au fur et à mesure du jeu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, félicitations, l'idée c'est de jouer un scout. Ce scout va être. Donc, c'est un bouquin qui est assez conséquent, il fait quand même plus de 100, il fait 180 pages. C'est aussi une certaine. Alors, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête devant, mais c'est à mon avis un projet qui a dû taper dans l'œil, puisque c'est essentiellement un projet en fait qui va être mené par trois personnes. Il y a le type principal, enfin, en fait, il y a une personne qui est Paul, qui est l'un des dirigeants, enfin qui est l'un des meneurs du podcast Les Amis de Jackson Elias, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la révision de l'appel de Cthulhu V7. Donc on rappelle, Chaosium va avoir un gros souci Chaosium va s'effondrer durant les années 2000 à cause de sa focale sur un jeu de cartes qui s'appelle Mythos. Mythos ne va pas marcher, contrairement à Magic. Donc Chaosium va être en mode survie, coma, ça va être géré quasiment par une personne pendant plus de 10 ans. Durant toutes les années 2000 jusqu'à 2010, ça va être les choses qui vont sortir vont être essentiellement de la compilation ou des choses qui sont vraiment pas terribles. Il va y avoir une sorte de renaissance britannique, puisque il y a notamment des gens qui bossaient chez Chaosium, qui étaient fans de Chaosium en fait, qui vont partir en Angleterre pour aider, donc l'un des auteurs notamment, pour aider à la mise en place d'un magazine, enfin un fanzine de jeux de rôle. Et ça va permettre d'avoir une sorte de réjuvénation où beaucoup d'auteurs attitrés de collaborateurs qui travaillent avec Chaosium, notamment Mike Mason, qui est un mec très important, vont ressusciter avec la force des réseaux sociaux, avec des changements en profondeur, notamment l'utilisation de Kickstarter, pour financer une V7. Ils vont ramener en fait les grands anciens, littéralement, parce que Sandy Peterson et surtout Greg Stafford vont venir en 2015 pour aider à réjuvéner l'appel de Cthulhu, RuneQuest, évidemment, et Pendragon plus tard, ce qui va tout en augmentant en fait un peu leur cheptel avec des nouveaux jeux comme Les Rivières de Londres, donc Rivers of London, qui est basé je crois sur une série de romans, La Septième Mer, qui finalement a été achetée par Chaosium et va être ressuscité par Agathe chez nous, et maintenant qui est transi en version anglaise. Donc il y a vraiment des changements en profondeur qui vont se faire et qui vont ressusciter, si vous voulez, la gamme. Donc c'est comme ça qu'on a un petit mot de Rick Mines, qui est justement l'un de ces grands anciens. Enfin, non, je dis des conneries, c'est pas un des grands anciens, c'est un type qui arrive plus tard, mais qui a longtemps été un collaborateur, et ce projet lui tape quelque part dans l'œil parce que il est devenu, en fait, il explique dans son intro, scout, un peu sur le tard, et ses enfants aussi sont devenus scouts, donc c'est quelque chose qui est extrêmement cher à ses yeux, et dans la mythologie, en fait, c'est pas déconnant, c'est-à-dire que le scout a l'avantage par rapport à l'enfant de plutôt que faire juste du pastiche de Stranger Things, d'offrir une organisation pour que les enfants collaborent, et deux, il y a quelque part dans la psyché américaine, le scout, c'est quelque chose qui va arriver justement dans ces années-là, au début du XXe siècle, qui est très très fort, qui permet en fait aux enfants, on va le voir plus tard dans d'historique, d'avoir quelque chose à faire. Donc c'est la naissance aussi des YMCA, qui sont l'équivalent
des MJC, hein, pour aller très très vite pour les jeunes enfants, parce qu'à l'époque, il n'y a aucune possibilité à part les bars et les salons de prostitution pour les enfants en fait, de se regrouper. Donc c'est un moyen aussi de continuer la jeunesse. Ça a évidemment une organisation paramilitaire évidente, mais qui n'est pas sur un mode extrêmement... Enfin, dont le but, c'est pas de faire des petits militaires, en fait. C'est surtout d'occuper les enfants, de les rendre capables de se débrouiller par eux-mêmes, de les occuper, évidemment. Et, euh, et dans la psyché américaine, je pense que c'est extrêmement important. Les Britanniques, je sais pas. En France, je sais que les scouts, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai jamais fait les scouts, hein, donc c'est pas mon truc, mais mes frères l'ont fait. C'est assez connu. Et on a surtout étant de Bretagne, poète poète. Si vous connaissez un peu l'historique, je vous réfère à ce qui s'est passé à Perros-Guirec vers l'an 2000. C'était assez rock'n'roll. Ça impliquait un curé et des scouts, et ça s'est très très mal fini au large de la côte d'Iran, à la côte d'Émeraude. Bref. Euh, donc, l'autre truc, en fait, justement, c'est qu'au niveau culturel, ce que je dis, c'est que dans les œuvres de fiction, les scouts sont extrêmement importants. Je pense notamment, moi, ma bande dessinée préférée, c'est les Peanuts, donc c'est Snoopy et compagnie, et Charles M. Schulz, qui est quelqu'un qui est né dans les années 20, a vraiment cette psyché par rapport aux scouts qui est présente. Si vous voyez, en fait, quand Snoopy et les petits oiseaux, Woodstock et compagnie, jouent des rôles, en fait, donc un peu puisent dans l'imaginaire de Schulz pour un peu répliquer des imaginations fantaisistes, c'est essentiellement, bon, le baron rouge, l'as de la Seconde Guerre mondiale, mais sinon, il y a quoi? Il y a la Légion étrangère et les scouts, qui sont vraiment, pour des gens de cette époque-là, une sorte de nostalgie assumée, et donc quelque chose qui est très ancré dans cette époque-là. Donc je m'arrête, sinon on va y passer 2 heures. Donc il vous parle vraiment de... Il y a un peu aussi l'idée du projet, comment il est né, où Joshua Hoyt, qui lui est un game designer américain complètement indépendant, qui a sa propre boîte d'édition, qui vit, je crois, dans le Wisconsin, qui est vraiment, lui est un boy scout, ses enfants sont un boy scout, donc il y a vraiment l'idée de dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose de complètement différent? Alors, c'est là où ça peut devenir très polarisant pour certains, on y reviendra. Donc, on vous passe en fait un peu l'histoire des boy scouts. Alors, vous verrez les illustrations, il y a du très bon comme du pas terrible. Généralement, là, c'est pas ouf, notamment au niveau de la colo, mais il y en a qui sont très très bien, on y reviendra. Donc, on vous explique que les scouts sont nés de la collaboration d'un militaire britannique qui avait été se battre durant la guerre des Boers, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du 19e siècle. Donc, avait été en Inde, puis après, je crois, en Afrique du Sud. Et en gros, il s'est lié d'amitié en allant aux États-Unis. Non, pardon, j'ai dit bêtises. Il s'est lié d'amitié en poste avec quelqu'un qui était avec un Américain dont la mère était indienne, amérindienne, et il s'est aperçu en fait que les Amérindiens, les enfants organisaient cette espèce de tribu organisait en fait le fait que les enfants avaient des choses à faire. Et donc quand il est revenu en Angleterre, il a essayé d'inciter en utilisant toute son expérience militaire pour faire quelque chose de similaire. Ça a donné la naissance notamment des YMCA et plus tard des mouvements de scouts. Et un Américain est venu un tout petit peu plus tard, qui s'appelait Robert Baden-Powell aux États-Unis, cherchant un moyen un petit peu. Alors le mec avait des opinions assez rock'n'roll, hein, comme ils vous disent, il y a une sorte de petite encartade en faisant attention. En gros, le mec c'était pas un saint. Mais la légende veut que, perdu dans la brume londonienne, il tombe sur un enfant qui le guide, et quand il veut remercier l'enfant en le payant, ce qui est très américain de sa part, l'enfant lui dit non, je fais mon devoir, je suis un scout. Et il s'est dit, ah mais c'est super, il faut importer ça. Et donc peu à peu, très rapidement, on a eu les Boys Brigade, et aussi un peu plus tard, et assez rapidement d'ailleurs, une mixité avec des filles. Donc les Girl Scouts aussi, qui s'est imposé très très rapidement partout aux États-Unis, parce que, évidemment, pour tous les adultes, que ce soit les religieux, les militaires, ou même les gens, disons, plus socialement, d'ascendance socialiste, il y a eu vraiment l'idée de te dire, ok, il faut qu'on occupe nos enfants. Donc c'est pas plus bête qu'autre chose, et c'est ainsi que très rapidement, les scouts ont pris une propension assez importante aux États-Unis, en tout cas. Donc, il y a... L'idée, c'est que le jeu veut pas, évidemment, malgré son... Enfin, le jeu va inventer les Wayfarer Scouts, qui ne sont pas des scouts qui existent dans le vrai monde, mais qui vont être utilisés, en fait, pour pour le jeu, concrètement, plutôt que s'embêter à rechercher. Donc, on vous donne tout un historique, une création sur ce qui s'est passé. Celui-là, par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup cet illustrateur avec des couleurs un peu passées. Je crois qu'il est dans son travail est dans le bouquin de base et dans Cthulhu by Gaslight. L'idée, c'est que donc les scouts, vous allez comprendre, ont une organisation avec des rangs. Évidemment, plus vous êtes, si vous avez des badges, enfin, c'est l'idée des scouts, c'est qu'il y a une organisation paramilitaire, vous gagnez des badges,
Vous avez différents rangs qui sont définis par votre chapeau, qui sont définis par la couleur de comment dire, de votre foulard. Et là, on commence déjà à rentrer un petit peu dans les idées avec les rangs et ce que les rangs vous permettent de faire. Donc vous allez voir, c'est des compétences qui sont plus simples que dans l'appel de Cthulhu, puisqu'on va avoir les nœuds de corde, la cartographie, la randonnée, les soins, l'utilisation, donc justement la création de feu. Et ensuite, le cœur du bouquin, c'est la campagne de Westhaven, c'est-à-dire qu'il y a il y a une histoire, il y a une ville à proximité d'Arkham qui a inventé, qui s'appelle Westhaven, qui a environ 3000-4000 habitants, et c'est là où va se situer toute l'histoire du jeu, avec l'idée d'avoir des rangs. Il y a à peu près 4 rangs, grosso modo, donc vous commencez, vous êtes l'équivalent de Louveteau, donc c'est Wanderer, je crois, et plus vous montez, à la fin, vous pouvez devenir chef et vous êtes Warden. Quand vous êtes ado, quand vous finissez quasiment, quand vous êtes sur le point de devenir adulte. Il y a évidemment beaucoup de changements sur la création des personnages. Vous avez besoin du bouquin de base de l'appel de Cthulhu, vous ne pouvez pas faire sans. Donc notamment, on vous incite à commencer avec à 11-12 ans en tant que Wanderer. Après, vous pouvez passer Rover si vous voulez, Ranger, Warden. À chaque fois, donc c'est une tranche d'âge de 2 ans, donc comme un Harry Potter, comme un Stranger Things, j'en passe des meilleurs. À chaque fois où vous gagnez plus de compétences, vos statistiques sont un peu plus fortes. C'est-à-dire que quand vous avez 11-12 ans, il est évident que votre force n'est pas la même que quand vous êtes un investigateur adulte. Ces statistiques augmentent. C'est plutôt pas déconnant parce qu'il y a des très très bonnes choses. Par exemple, donc il y a toujours les grands classiques de Cthulhu, le crédit notamment, la classe sociale qui est assez importante justement parce que le scoutisme est censé être aussi l'endroit, évidemment c'est pas forcément vrai, mais où la classe sociale disparaît et où les pauvres peuvent côtoyer les riches. Ça vous permet justement de créer un petit peu un truc de créer des interactions très similaires à Stand By Me avec des gens qui sont complètement pauvres par rapport à des gens qui sont plutôt aisés, ou au moins qui sont bons à l'école, on va dire. Il y a l'idée, donc au-delà du crédit, on vous donne un kit. Le kit va être ce qu'ils appellent le hobby, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profession, c'est logique, vous êtes encore un enfant, et c'est ces hobbies qui déterminent concrètement vos compétences en plus. Donc c'est le background en fait qui vous est offert à côté des compétences de base de scout. Donc les hobbies vous pouvez les inventer, hein, mais il y en a plein qui vous sont donnés. Chaque hobby vous demande une responsabilité, un adulte à qui vous avez confiance, qui va être en fait votre référence. C'est-à-dire que le cœur du jeu, c'est que les adultes ne sont pas au centre de l'histoire, c'est des enfants, et les adultes ne vous croient pas. Et donc l'adulte, le trusted adult, c'est justement le type de confiance et de confidence, c'est quelqu'un qui a une relation au moins de mentorat avec vous et qui aura beaucoup plus de facilité à vous croire que le reste des adultes qui, de toute façon, diront non, il n'y a pas de fantôme dans la vieille mine, vous dites n'importe quoi. Vous gagnez des compétences aussi avec lesquelles vous pouvez répartir 200 points de pourcentage entre eux, et vous avez un badge qui vous donne en grosso modo un badge très spécifique qui vous donne des compétences. Donc par exemple, le badge de lecture, ça vous donne des accès spéciaux à la bibliothèque, le badge d'escalade, ça veut dire que vous êtes très bon en grimpe, j'en passe et des meilleurs. Les trucs sont assez classiques, hein, mais assez chouettes. Donc l'investigateur amateur, si vous voulez faire une Nancy Drew ou un Hardy Boys, cheerleader, donc vous êtes la pom-pom girl, farmhand, donc vous aidez vos parents sur la ferme, sachant qu'il y a des responsabilités aussi. C'est-à-dire que si vous aidez sur la ferme, vos parents s'attendent à ce que vous veniez filer un coup de main. Apprenti acteur, apprenti artiste, pompier, musicien, photographe, membre de la police, enfin, grosso modo, de la police, marin, aide de la bibliothécaire, fan de la nature, porteur de journaux, évidemment, assistant laïque enfin, assistant à l'église, assistant dans un magasin, prodige dans un prodige sportif, j'aime beaucoup cette illustration, entrepreneur, loupard, vous bossez pour la pègre locale, petites choses comme ça inventées, qui sont assez cool, et après, donc, vous créez une histoire. Vous voyez, les compétences sont assez... il y a des petits changements qui sont faits, donc avec des modifications, donc il y a des règles, il y a des compétences qui sont ajoutées, notamment en grave, donc avec le crédit que vous avez, c'est pas votre crédit à vous, c'est celui de votre famille, les langues des signes, puisque vous êtes scout, conduire une bicyclette, enfin faire de la bicyclette, et rassurer, donc pour potentiellement rassurer des gens ou des adultes, avec des compétences qui sont un peu poussées, disons plus exotiques. C'est sûr que la compatibilité pour un enfant de 12 ans, ça paraît un peu compliqué de l'avoir.
Voilà, encore une fois, on insiste sur le fait que vous donne des exemples d'adultes qui peuvent vous faire confiance, qui sont définis, puisque West Haven, c'est la grande force aussi de ce livre, c'est que comme dans Stranger Things, ils essayent de faire en sorte que la ville soit vivante, que les personnages soient récurrents. Vous allez voir, la campagne est vraiment conçue comme une série télé quelque part. Toutefois, le but est encore une fois de ne pas mettre les adultes au centre. Il y a donc chacun, après c'est un peu vous qui voyez, pour leur mettre des éléments supplémentaires, des peurs, des traits, un peu de caractéristiques de personnalité, votre équipement de possession, sur du classique, et les badges. Et les badges, c'est là où c'est vraiment important, parce que chaque badge vous donne en gros des compétences spéciales par rapport à la situation. Donc, par exemple, si vous avez donc les badges, donc il y a des badges de rang, donc Wayfarer, Wanderer, Rover et Ranger, qui, quand vous le gagnez, vous permet d'augmenter une compétence ou d'activer une sorte de petits talents spéciaux. Et après, il y a les badges de compétences qui sont, par exemple, amis des animaux, faire du bateau. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez ce badge, automatiquement, la compétence liée gagne 10 points, donc c'est bien. Et en plus, une fois par scénario, vous pouvez utiliser le badge pour faire quelque chose de particulier. Donc par exemple, si vous êtes ami des animaux, vous avez 10 points de plus dans la compétence Animal Handling, donc s'occuper des animaux. Et en plus, évidemment, une fois par scénario, vous pouvez dire comment, Skippy, qu'est-ce que tu dis, le jeune Tommy est tombé dans le puits. En gros, vous pouvez communiquer avec un animal de manière assez simple. Donc c'est pas exactement le concept pulp, mais on n'en est pas loin. Et chacun un petit truc comme ça, si vous avez le badge de bicyclette, vous savez automatiquement vous pouvez réparer un vélo qui ne marche pas. Il y en a plein, c'est très très marrant. Signal radio, signal de nage, dans la vie sauvage, nature, photographie, orateur. Il y a plein de choses assez cool. Et ensuite, il y a l'organisation, donc avec, évidemment, il y a un leader, vos ressources, votre base. Il y a des règles additionnelles, mais bon, ça commence un peu à faire beaucoup. Euh, et c'est le cœur vraiment du jeu. Donc, les règles, vous avez des nouvelles compétences, mais c'est pas ça qui est important. C'est tout ça que vous allez très bien le savoir. La grande différence, c'est que évidemment le combat est beaucoup plus le combat est beaucoup plus difficile parce que en fait vous êtes des enfants. Donc essentiellement la meilleure façon de se battre, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent les assisted fighting maneuvers, c'est-à-dire que vous mettez à plusieurs gamins pour essayer de contourner ou d'affronter essayer d'affronter en fait des créatures du mythe ou des adultes simplement. Parce que comme ils vous disent, en gros ça vous permet d'augmenter, si je dis pas de bêtises, c'est votre build. Donc la build, c'est pour vous comparer en fait, c'est-à-dire que si vous êtes face à un géant, vous êtes plus petit, donc techniquement vous pouvez vous faire un peu comme un halfling contre un géant. Donc il y a des moyens la Systematic Fighting Maneuver, ça vous permet d'être plus costaud que vous êtes, et par des manœuvres, en tournant autour, et ainsi éviter de vous faire directement alpaguer par un adulte, alors que par contre si vous êtes tout seul contre un adulte, là c'est fini. Et comme on vous dit, la méthode augmenter votre build artificiellement, ça marche un temps, mais je veux dire, c'est limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire au-delà d'un seuil, parce qu'il dit, on n'aimerait pas voir des enfants de 11 ans faire du catch et plaquer le grand Cthulhu au sol. J'avoue que pour son ego, penser à Cthulhu, pour son ego, faut éviter. Et il y a plein d'autres choses, donc notamment par exemple le fait que vous voyez que la petite fille utiliser des armes d'adultes, donc généralement une hache, un fusil, est compliqué et implique en fait déjà de devoir réussir un jet supplémentaire pour pouvoir manier l'arme, sinon vous avez une pénalité qui s'applique, donc c'est encore plus compliqué évidemment en face, l'adulte peut juste prendre l'arme. Il y a de la chance qui est encore présente, qui vous permet notamment d'éviter la mort, de relancer des jets, ça ne change pas trop énormément, c'est encore optionnel, hein. Mais là ils insistent que cette règle optionnelle soit remise à plat pour des enfants en fait et devienne quasiment obligatoire pour vous sauver, pour vous soigner, pour tromper la mort, puisque techniquement vous pouvez mourir, mais bon ça reste, c'est là où on va devenir polémique, c'est là où ça peut être à mon avis limité pour un jeu que vous consacrez à jouer à des enfants. La mort ne doit pas être une chose, c'est pas comme un investigateur adulte qui se fait mordre par un chien, hop, échec critique, il meurt, bon bah voilà, t'en refais un autre. Pour les scouts, c'est un peu plus compliqué, surtout que vous êtes censé jouer à West Haven, donc un tout petit endroit où la mort d'un enfant n'est pas quelque chose d'innocent. Donc, vous allez me dire, c'est bien ton truc, mais comment ça marche la santé mentale? Et en fait, il n'y a pas de santé mentale. Je m'explique. Les enfants,
n'ont pas de... ont un système qui s'appelle le sang-froid, donc cool, qui marche comme la santé mentale, mais qui ne peut pas engendrer de folie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les enfants étant assez imaginatifs, et surtout le jeu ne se voulant pas être exactement l'appel de Cthulhu, un enfant qui perd son sang-froid, en fait, va subir ce qu'ils appellent l'un des 5 F. Donc, phone, fight, flight, flop, freeze. Grosso modo, c'est soit vous essayez d'être gentil avec la menace, en espérant qu'elle ne vous bouffe pas. Fight, donc vous essayez de vous battre. Flight, vous essayez de vous barrer. Flop, vous vous effondrez sur place. Et freeze, c'est juste, vous bougez pas, vous cramponnez, vous êtes caché en fait, et vous essayez de pas hurler. Ça dépend évidemment de. Enfin, généralement, c'est comme. Enfin, il faut que la réponse soit mesurée par rapport à la situation ou par rapport à la personne, à votre personnage, mais il y a toujours une conséquence involontaire qui va se produire. Donc, par exemple, vous renversez un verre, c'est le truc le plus classique. Il y a un monstre qui arrive ou un méchant adulte dans la pièce, l'enfant panique, il se cache et en fait il fait tomber un pot, ce qui crée du drama puisque l'adulte s'approche du bureau. Euh, Ça crée en fait ça peut en fait créer des pénalités, donc un peu comme la santé mentale, mais qui sont beaucoup plus soft, c'est-à-dire que vous avez les nerfs, vous êtes stressé, et c'est des choses qui peuvent un peu jouer plus tard. Évidemment, c'est ce qu'ils appellent le distress, donc en gros, c'est des conséquences négatives liées à avoir raté son jet de cool, donc son jet de sang-froid, et qui disparaît au fur et à mesure quand vous êtes calmé ou quand les autres arrivent à vous calmer, notamment avec la compétence rassurée. Le, il y a aussi il y a aussi une notion d'adversité qui est présente. L'adversité n'est pas liée au mythe de Cthulhu, c'est lié à l'environnement naturel. Donc, est-ce que vous êtes dans une forêt, la difficulté de monter, le froid, la faim, le fait que vous soyez perdu, tout bêtement, parce que vous êtes des enfants et si vous n'avez pas de chef scout. Vous verrez dans les scénarios, généralement, les chefs scouts ils disparaissent ou ils meurent de façon étrange. Si vous avez trop de choses sur vous, si vous avez des blessures, c'est beaucoup de choses qui sont prises en compte et des petites histoires où à chaque fois c'est juste simple, c'est vous faites un jet, vous réussissez, c'est super, vous ratez, vous avez une pénalité. C'est pas très compliqué. Il y a des trucs aussi assez rigolos, le Leap of Logic, donc en gros, c'est l'équivalent du jet d'intelligence à l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire que dans les séries télé, il y a souvent des fois où le gamin dit «Ah mon Dieu, mais c'est le vieux Sheffield, il était dans la mine, il est sorti, et en fait, c'est un contrebandier qui fait passer de l'alcool frelaté depuis la frontière canadienne.» Et évidemment, le flic, il va dire «Mais comment tu sais tout ça, petit?» Et c'est ce qu'ils appellent le Leap of Logic, donc c'est des choses qu'on voit souvent dans les séries télé, et pour émuler ça, les gardiens peuvent, en gros, faire un jeu d'intelligence à un enfant et lui dire bah voilà tu devines que c'est ça. Par contre c'est pas parce que toi t'as compris que tu vas réussir à convaincre des adultes toujours de la véracité de ton petit jet de ton espèce d'éclair d'illumination. Il y a des systèmes de progression aussi, donc comme je vous disais, à chaque fois quand vous passez, donc vous gagnez un nouveau chapeau, ça c'est très bien, et un nouveau badge qui vous permet de monter vos compétences et vos caractéristiques. On part aussi du fait aussi qu'à chaque fois, bah, vous changez enfin le cycle est assez long, donc ça se passe sur des années, et vous montez aussi, enfin vous vieillissez concrètement, vous grandissez plutôt. Il y a un peu tout ça, et la fin, c'est évidemment le coming of age, c'est quand vous avez fini, vous avez fait toutes les promotions, vous êtes passé Warden et vous devenez un adulte, et là, c'est les règles de transition pour devenir un investigateur du mythe officiel, et là, la santé mentale rentre en jeu. Donc voilà, donc, des activités de passe-temps. Ensuite, on a la description de Westhaven. Donc Westhaven est une petite ville charmante de moins de 4000 habitants qui est située pas très loin d'Arkham, qui a été fondée, donc un peu grand classicus, dans le Massachusetts. C'est une ville qui a vu une sorte de folie des sorcières, enfin qui a été fondée par des puritains. Très rapidement, durant la chasse aux sorcières, il y a des espèces d'inquisiteurs un peu zélotes qui sont arrivés et qui ont cramé innocemment, qui ont monté la population contre différentes filles qui n'avaient rien demandé. Elles ont été cramées, ça crée une sorte de maléfice, enfin d'ambiance poisseuse et maussade. Il y a une sorte de vénération aussi de la fin de l'hiver qui existe. Et plus récemment, donc au début du XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un culte qui s'appelle, enfin pas vraiment un culte, mais une organisation internationale plus ou moins liée à l'égyptologie qui va arriver par l'intermédiaire qui va se mettre en place, qui s'appelle les Fils de Seth. Les Fils de Seth, comme le Rotary Club, sont présents un peu partout dans le monde. Et dans cette ville, donc grosso modo, il y a le maire, l'assistant du maire qui s'appelle Thomas Klein et le grand méchant. En gros, c'est le second dans le culte des Fils de Seth.
lui était un vrai cultiste pour le coup, donc il utilise des pouvoirs magiques pour sa propre gouverne, donc pour devenir maire, pour prendre la tête du culte des fils de Seth, et c'est lui qui va provoquer en fait le grand final pour aller vite. L'idée par contre qui est très prégnante dans ce supplément, dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas fou. Certes, c'est un gros méchant, mais il a, genre, je sais plus, 40 de santé mentale. Et ça, c'est un truc qui est assez important, en fait, c'est que même les méchants sont pas des, à part les monstres, sont pas des psychopathes, parce que justement, on est aussi sur la base de l'enfance, que vous avez vu l'une des possibles euh, façons de répondre à un trauma, donc de perdre son enfant, c'est d'essayer d'être gentil avec quelqu'un. Donc évidemment, plutôt qu'avoir un cultiste qui fait moi, moi tu, peut-être que, bah, vu que c'est des gamins, ils vont juste leur foutre une baffe, ou les faire prisonniers. Enfin, il y a pas mal d'alternatives comme ça qui, à mon avis, est pas bête dans ce qu'essaie de faire le jeu. On a une description, donc ça c'est plutôt chouette. La ville est complètement décrite entièrement avec les différents PNJ, donc notamment bah, le chef des scouts évidemment, mais aussi le magasin de bonbons, l'antiquaire, le libraire, le chef de la police. Alors oui, aussi, autant en parler tout de suite. L'idée, vous avez vu à travers l'illustration, c'est qu'il n'y a pas de préjudice au niveau des scouts et plus généralement dans l'histoire par rapport aux minorités ethniques, donc afro-américains, asiatiques et amérindiens présentes. Deux façons de répondre à ça. La première, c'est de dire vous en voulez pas, vous changez ça, c'est votre jeu, très bien. Moi, je considère que autant j'aime bien, si vous voulez, autant je trouve que l'utilisation du racisme et du préjudice contre les minorités est très importante dans l'appel de Toulouse adulte, parce que justement, ça témoigne d'un mal euh, ordinaire quelque part, qui ajoute une sorte de, je ne vais pas dire réalisme, mais qui ajoute en fait, qui peut être mis en parallèle au mal insidieux qui est le mythe de Cthulhu, et grosso modo l'idée qu'il y a un mal cyclopéen indicible, et donc pour monter les enjeux, pour montrer cette société qui est déjà dans les années 20, où il y a cette espèce de discrimination contre les femmes, contre les Afro-Américains, qui est quelque chose d'assez fort et qui, à mon avis, vaut vraiment le coup de monter en exergue parce que ça rajoute de la valeur au jeu et que justement, si vos joueurs sont d'accord, s'ils veulent jouer des Afro-Américains ou des minorités ou des femmes, bah, vous pouvez leur montrer justement toute la brutalité de cette société et leur montrer qu'en face, il y a un mal qui est encore plus grand et indicible qui, en gros, c'est le parallèle entre le mal, disons, de tous les jours et l'espèce de mal cosmique, d'autant plus que ce qui est vraiment intéressant, enfin à mon avis, c'est que quelque part, Lovecraft, dans sa xénophobie et son racisme très ordinaire pour l'époque, nous montre en fait que ces espèces de créatures mythiques, monstrueuses, planquées au fin fond de la forêt ou je sais pas quoi, chez les pygmées, ce qu'on veut, c'est une façon en fait pour lui justement d'essayer d'exorciser cette espèce de xénophobie qu'il a et c'est très rigolo de voir que quand il arrive, c'est pas de moi, c'est dans l'émission qui a été faite sur un siècle d'écrivains il y a très longtemps, bah, il expliquait qu'en fait il arrive à... Non, je sais plus c'était Gaiman qu'on parlait alors dans le genre, dans le genre mec polémique, c'est pas mal. Mais Gaiman, il disait en fait que quand Lovecraft arrive à New York pour vivre et qu'il a perdu quelque part de sa super, parce que c'est un wasp qui vient d'une des premières familles, des pèlerins fondateurs, qui vient d'une sorte de vieille famille racée, machin, qui est en train de perdre le contrôle quelque part parce il est déshérité par rapport à la situation financière qu'il a eu enfant. Bah, il s'aperçoit que dans une ville comme New York, qui n'est basée que sur l'immigration, que sur l'arrivée massive bah, d'Irlandais, de Polonais, de Juifs ashkénazes, et bah pourtant, quelque part, la ville marche. Et c'est ça qui, à mon avis, est insupportable en fait dans sa psyché, c'est de se dire que malgré tous les préjugés qu'il a eus, malgré justement toute la peur de l'autre qu'il a, parce que fondamentalement c'est ça, hein, c'est pas la peur de l'inconnu, c'est vraiment la peur de l'autre, bah, il est confronté à quelque chose qui marche et c'est quelque chose qu'il a besoin d'exorciser quelque part sur le papier. Et de toute façon, je veux dire, c'est quand même un mec qui s'est marié avec une juive, donc à la fin, deux poids, deux mesures. Bref, donc moi, pour tout ça, pour vous dire que dans un jeu où on joue des enfants, qui est à mon avis spécifié justement pour des expériences plus simples pour les enfants, concrètement, je pense que comme Firetail, c'est plus pour des jeunes joueurs, pour jouer avec ses enfants, ça me dérange pas. En fait, que la tonalité sur le racisme et sur la xénophobie soit baissée. Après, on va me dire, oui, mais machin, Chaosium, ils sont woke et tout, parce qu'il y a tout le temps des Afro-Américains sur les couvertures et tout. Je dis, ok, tu sais quoi, faites ce que vous voulez, c'est votre jeu, mais pour moi, ça me dérange pas.
Ça me paraît pas déconnant qu'il y ait un chef de la police afro-américain dans un jeu où on joue des scouts contre le surnaturel. Enfin, très honnêtement. De toute façon, il n'y a même pas de santé mentale, donc j'ai envie de vous dire, c'est même plus vraiment du tout exactement. Et les méchants ont la santé mentale. Je veux dire, là, Thomas Klein, le méchant, il a 40 points de santé mentale. Donc c'est pour vous montrer que même les cultistes, et Dieu sait que ça va être un salaud, les cultistes sont assez cool, donc on n'est plus vraiment dans le même jeu. Et donc après, à vous de l'assumer ou pas, c'est vous qui faites ce que vous voulez, c'est votre jeu si vous l'achetez. Bref, donc je continue, donc on a pas mal de profils. On a un profil qui est assez particulier, qui est celui de Boxcar Jim, qui est à la fois pour moi l'essence et la limite de ce jeu. En gros, c'est un hobo, donc c'est un vagabond, dans la grande tradition des vagabonds qui prenaient les trains, etc., qui va être le donneur de quête, pour aller vite. À chaque fois, il va arriver et faire « Ah, les gamins et tout, j'ai vu ça, c'est très étrange, il y a cette rumeur. » Et il a beaucoup voyagé. En gros, c'est un ex-investigateur du mythe, donc il a beaucoup d'objets dans sa besace qui peuvent être utilisés pour vous protéger, vous filer un coup de main. Il a notamment des sorts, il a des objets qui peuvent être utiles pour vous. Donc c'est par exemple, il a le sort de bénédiction d'épée, l'immolation. Il a pas mal de recettes aussi. Donc bon voilà. Le reste de la description de la ville est vraiment bien, c'est vraiment très cool, il y a plein de personnages, et la grande idée qui à mon avis est géniale, c'est outre le fait que vos joueurs vont être probablement des enfants, des garagistes ou autres, il y a une autre équipe de scouts qui est présente, qui est en fait votre rival. Et tous ces scouts sont des enfants, évidemment, de personnes qui sont... qui sont les filles. Il y a un, c'est le fils du chef des scouts, évidemment, qui est un freluquet, il y a le fils de la professeure qui sait... Enfin, la fille de l'enseignante qui sait tout. Et il y a aussi la fille du chef du culte. Donc c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez potentiellement appeler à l'humanité du méchant par sa fille. Il y a tout un truc où ça marche. Pour moi, j'ai dit, ouais, c'est vraiment une très très bonne idée. Mais ça implique aussi de jouer à West Haven, c'est-à-dire que on vous propose de passer les scouts à Arkham, mais bon, ça marche moins bien, parce qu'Arkham c'est une grande ville, c'est pas exactement pareil. Donc il y a une description évidemment de tous ces gamins, avec chacun ayant un peu leur personnalité. Et on arrive très vite, donc on est, vous voyez, on a fait à peine 70 pages de contenu et de règles, et on arrive tout de suite. Donc voilà les options d'Arkham, on arrive sur le scénario. Donc ça c'est le scénario qui a été inventé par le mec qui a créé le jeu, en fait, qui l'a utilisé pour ses gamins. En fait, quand il était chef scout, et pour les gamins, il leur a fait faire du jeu de rôle. Et évidemment, il a commencé par l'appel de Cthulhu. Les gamins n'ont pas dormi de la nuit, donc l'histoire est assez simple. Donc il y a une membre, il y a une femme qui vit un peu recluse, qui est une sorte d'ancienne sorcière un peu héritière, évidemment des sorcières qui ont brûlé durant la fondation de West Haven, qui menace Thomas Klein de révéler le culte des fils de Seth, qui est une sorte de société secrète d'égyptologie, parce qu'elle sent que ça craint du boudin et que leurs intentions, enfin les intentions de lui, du conseiller de la vie, ne sont pas honnêtes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme dans la grande tradition de Toulouse, il invoque un monstre. Le monstre est une sorte de ver fouisseur. Les amis les plus cultivés parmi vous sauront qu'il y a un film qui s'appelle Tremors, qui est très très drôle, hein, qui est un film absolument génial que je ne peux que vous conseiller, qui a lancé la carrière de Kevin Bacon avec les graboïdes, donc une espèce de gros vers qui se cache sous terre et qui bouffe tout le monde, qui est un film absolument génial mais qui n'a rien à voir. Donc, nos enfants sont envoyés avec leur chef scout, qui s'appelait Blackwell, pour faire un trekking dans la forêt. Et c'est là où les ennuis commencent, parce que le ver fouisseur, le graboïde arrive, est sur le point de bouffer dans sa cabane au fond des bois la vieille dame, sauf que la vieille dame n'est pas conne, elle connaît un peu le mythe, donc elle commence à se protéger un totem. Son chien, Katie, a commencé à aboyer. Elle va chercher un moment, donc elle se protège, elle finit pas son totem, elle a une sorte de panique, donc elle rate son jet de san, elle fonce à l'intérieur de sa maison, elle va chez son fusil à pompe, et là, crise cardiaque, elle meurt dans sa remise. C'est con. Elle avait fait la moitié du boulot. Donc, vous imaginez ce qui se passe, vous commencez bien tranquillement à faire une collecte de métal pour le vendre en opposition avec l'autre équipe de scouts, avant de partir, chacun de votre côté, avant d'aller faire votre randonnée. Sauf que là, évidemment, Boxcar Jim arrive et dit « Ah, dis donc, c'est bien étrange, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient disparu. » Effectivement, il y a un fermier qui s'est fait gnapper par le graboïde, parce qu'en fait, le graboïde, il n'est pas... Je ne vais pas dire c'est pas qu'il est méchant, mais il est un peu con en fait. C'est-à-dire qu'on lui a dit, le méchant, donc Clive, lui a envoyé une image mentale en disant « Il faut que tu tues la vieille ». Sauf que le graboïde, il fait ce qu'il peut, mais tous les humains se ressemblent, et donc en fait il voit un fermier, hop, il le chope, il le bouffe. C'est comme dans Tremors.
Et donc Boxcar dit, Marie, attention les enfants, c'est très bizarre, donc prenez ce sortilège d'épée enchantée qu'il appelle pas, il appelle genre gros tranchant, enfin je sais plus quoi, ça pourrait être très utile, et puis il disparaît. Donc le lendemain, vous faites votre petite randonnée, pom pom pom, et évidemment votre chef, vous le voyez là, sans ma tête, le chef tombe dans un trou, et hop, il n'y a plus que son chapeau qui reste. Et donc les enfants se retrouvent tout seuls à devoir camper parce que la nuit tombe, en sachant qu'il y a des hurlements parce que le graboïde commence à bouffer des cerfs, des sangliers, j'en sais rien. Et donc c'est assez terrifiant, il y a des gamins qui ont des visions. Et vous arrivez enfin dans la cabine au milieu des bois, où tout a laissé à l'abandon, à part le petit chien qui est présent, parce qu'il y a toujours un chien dans un truc de scout. Et c'est à vous, dans la grande tradition de Toulouse, d'enquêter dans la maison pour trouver ce qui se passe, trouver le corps de la vieille dame qui a été laissée, trouver les indices qui lui permettent de finir le rituel. Le nom de Tom Klein comme méchant est déjà lancé. Donc vous avez plusieurs chances pour vous occuper du graboïde. Vous pouvez essayer de le combattre, ce qui est assez compliqué. Avec un peu de chance, vous avez le sortilège de Boxcar Jim. Ou vous pouvez finir le totem pour repousser le graboïde. Ou il y a une option qui est assez cruelle, hein, que je trouve assez géniale, mais il faut y penser. En fait, vu que le graboïde est là pour manger la vieille et que la vieille est déjà morte, vous prenez la vieille, hein, vous l'achetez dehors, le graboïde la mange, se barre, tout le monde est content. Voilà, vous avez gagné. Bon, vous avez livré un cadavre, mais bon, au moins c'est une façon, c'est une façon écologique de se débarrasser d'un corps. Hein, je veux dire, elle va manquer à personne, et au pire vous récupérez le chien, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est vraiment le. Sinon en fait il y a une timeline qui est gérée pour que dès que vous arrivez à la vieille maison, le graboïde a un petit peu de temps pour arriver sur vous, et donc selon les actions que vous faites, il arrive. Et il peut être assez dangereux. Sinon, si vous avez raté un peu tout et que vous voulez juste fuir, bah, vous avez des règles de chasse qui sont faites parce que le graboïde vous poursuit pour essayer de vous bouffer jusque vous soyez hors de la forêt. Donc voilà, c'est juste évidemment quand vous rentrez, personne ne vous croira, personne ne vous croira en disant qu'il y a une espèce de grosse tentacule. Le deuxième scénario, c'est avec un homononcule. Donc, la boîte du diable. Vous avez une sorte de Indiana Jones des temps pas si modernes, qui s'appelle le docteur Joseph Grimm, qui est en fait, qui a rejoint le club du fils de Seth quand il était en Égypte. Il a, en rentrant à West Haven pour se poser, il est quand même censé avoir 74 ans, moi je trouve qu'il est quand même pas trop dégueulasse pour un mec de 74 ans, et ben il prend la tête du culte, ce qui évidemment fout la haine à Thomas Klein, qui était l'ancien chef, enfin qui se voyait bien devenir le chef du culte. Donc qu'est-ce que va faire Thomas Klein? Il va essayer de le tuer. Et pour le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une boîte de cuivre, une espèce de grande tabatière, dans laquelle il a caché un homoncule. Et il a demandé à l'homoncule de tuer tous les gens qui sont dans le manoir du colonel Grimm, et aussi d'utiliser en fait tous les artefacts qui sont présents dans la maison par de la magie pour tuer les gens présents. Et notamment, il y a une momie, évidemment, qui est présente, qui va s'éveiller et qui va commencer à essayer de tuer tout ce beau monde. Donc, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a la servante et il y a le colonel qui sont présents, et un chien, évidemment. Donc, au début, ça commence, vous allez dans le magasin de bonbons pour vous prendre un soda, et là, il y a Boxcar Jean qui arrive. Hey, les enfants, c'est très bizarre. Vous avez vu, il y a une espèce de gros... Il y a un gros coffre qui arrive près de chez... chez le colonel. Donc les enfants, évidemment, n'écoutant que leur courage et leur curiosité naturelle, vont se rendre compte qu'il y a des gens qui amènent une espèce de grosse caisse chez le colonel. Ça sera l'occasion de s'accoutumer avec le colonel qui va leur rencontrer plein d'histoires. Donc c'est aussi un truc qui est assez rigolo, c'est que vous n'avez pas le droit d'aller partout dans le manoir, donc c'est à vous de, par exemple, attendre que le colonel fasse sa sieste, ou que la servante soit ailleurs pour essayer un petit peu de faire votre affaire et de fouiller dans cette immense maison qui est composée, comme vous voyez, de plein de... Alors c'est très très chouette, ils sont vraiment marrés. Il y a plein d'objets complètement fous. Il y a les deux ours qui sont empaillés, il y a une momie, il y a des artefacts égyptiens. Enfin, c'est un peu la maison de la famille Adams pour tout ça. Sauf que évidemment, il y a toujours un moment où donc le document qui est envoyé par un mec de la société de la société de Seth. Et il y a un moment où l'un de vous, les joueurs, la servante ou le colonel Grimm, sûrement va ouvrir la boîte, et c'est là où le mononculus va sortir. Donc le principe du scénario, c'est que vous avez un espèce de méchant, un petit gremlins qui se balade partout, qui fait suer, qui n'est pas très dangereux en soi, mais il connaît la magie et il passe son temps à vous embêter. Il y a des liens aussi avec les prochains scénarios, notamment il y a une lettre qui est envoyée au colonel sur le projet Falstaff. Et le projet Falstaff, c'est par rapport au troisième scénar, on en reparlera. Donc c'est à vous d'un peu de chercher, de comprendre quels sont ces symboles, sur l'égyptologie, sur Seth, qu'est-ce qu'un homoncule. Vous pouvez partir et revenir à la maison selon ce qui s'est passé.
Et quand vous allez retourner pour voir après votre enquête de recherche, le colonel Grimm, évidemment, va se faire assassiner par la momie. Donc la momie va sortir de son sarcophage et commencer à tuer des gens. Le mononcule, il faut essayer de l'attraper ou le remettre dans sa boîte, ce qui est très compliqué, mais il est similaire à un petit singe, en fait. Donc toutes les bonnes idées sont conseillées. Hein. Et le grand classique que j'aime beaucoup, c'est pareil avec la momie. La momie, il faut que d'une manière ou d'une autre, vous la remettez dans son sarcophage. Et, une des opinions que j'aime beaucoup avec la momie, c'est que vous pouvez la faire tomber des escaliers, tout bêtement, parce qu'elle n'est pas très agile, ou l'enrouler dans un drap pour la remettre dans son sarcophage, la neutraliser ou la détruire. Et évidemment, le clou du spectacle, c'est que quand vous tentez de sortir, il y a une malédiction qui a été lancée par le mononcule qui vous retrouve en fait au fin fond du désert égyptien où vous devez courir pour fuir et retrouver vers une pyramide qui vous permettra de mettre fin à cette illusion. Ou alors en neutralisant la momie. Donc ça fait que vous ne pouvez pas sortir, en fait, techniquement, vous ne pouvez pas quitter la maison sans avoir neutralisé la momie et le mononcule. Et évidemment, le constable, donc le policier arrive et dit « Mais non, c'est n'importe quoi, vous me parlez de singes, de gobelins, c'est pas possible, c'est juste un singe qui s'est échappé du zoo d'Arkham, enfin, les enfants. » Donc voilà, en tout cas, c'est le deuxième scénario qui est plutôt rigolo. Le premier, c'est très linéaire, en fait. Le premier, c'est vraiment juste dialogue, enquête dans la maison, très simple. Le deuxième est un peu plus complexe, pour le MJ, je trouve, parce qu'il faut quand même gérer le petit singe, le mononcule. Donc il y a quand même plus de boulot là-dessus. Le troisième n'a pas transcendé, hein, je vais être très honnête. Ça fait beaucoup penser, il y avait un scénar comme ça dans les Maziratotep en Australie. Pour aller très vite, au début du siècle, donc le projet Falstaff, c'est un Allemand qui arrive pour essayer d'exhumer une mine où il croit qu'il y a de l'or. Malheureusement, il y a de l'or qui est trouvé et tout le monde s'assassine. Des années plus tard, il y a un arnaqueur qui revient, qui arrive à convaincre le colonel Grimm d'aller fouiller dans cette mine, et évidemment, il est protégé par une sorte de broche qui le préserve des fantômes. Boxcar Jim arrive en disant « Oh, dis donc, c'est très bizarre, vous avez déjà entendu parler, j'ai trouvé cet étrange papier qui laisse penser qu'il y a une vieille mine perdue au fin fond de la forêt, enfin de la, mine, de la montagne. » Donc, vous y allez, et l'idée, c'est que concrètement, il y a un fantôme qui est présent, donc le fantôme du vieil Allemand qui a créé la mine, qui a été assassiné par les autres pour récupérer son or, est encore présent, va vous jouer des tours. Il y a aussi un loup aussi, ça c'est assez dangereux. Il y a un loup qui attaque, comme on dit, les attaques de loup sont rares sur les adultes, mais par contre sur les enfants, les scouts n'étant pas des adultes, la question ne se pose pas. Donc vous pouvez vous faire attaquer par un loup à l'entrée de la mine. Et la mine est assez bien décrite, il y a plein de choses à droite à gauche, il y a du gaz aussi, donc il faut faire attention. Il y a toutes sortes de dangers qui sont des dangers très très naturels, à l'exception du fantôme du vieil Allemand qui est présent. Et vous avez le conman, donc l'arnaqueur, qui est présent aussi, qui va essayer de vous arrêter en disant « Ah, sale gamin, si c'était grâce à vous, si c'était pas grâce à... Enfin, si vous aviez jamais mis votre nez dans mes affaires, j'aurais réussi à revendre cette mine où il y a de l'or. » Évidemment, l'or n'existe pas, c'est du fool's gold, donc c'est du... Je sais plus, j'ai plus le nom, hein, je suis désolé. Il me semble que c'est une sorte de fer qui a l'apparence d'or, mais qui n'est pas de l'or. Donc en fait, ce qui est tragique, puisque le vieil Allemand, c'est... Enfin, le massacre qui a eu lieu il y a des années n'avait pas de raison d'être, puisque il n'y a même pas d'or. Donc vous avez plusieurs moyens de vous débarrasser du fantôme. L'idée, c'est que, évidemment, le méchant arnaqueur va essayer de vous suivre dans les petits tuyaux, sauf que vu qu'il est grand, il va perdre sa broche, et là, le fantôme va l'étrangler dans une tragédie, tragédie particulièrement ironique. Vous avez des conclusions vous avez des possibilités pour vous débarrasser du fantôme avec soit les rituels que vous avez été donnés par la personne errante, soit en simplement laissant l'or de côté, que l'or n'existe pas. Vous pouvez faire sauter la mine aussi parce qu'il y a de la dynamite, ce qui est assez dangereux quand même. Et voilà. Et on arrive au final, qui est vraiment pour moi le seul gros problème que j'ai avec... Alors je sais, on va me dire, ouais, mais Stranger Things, etc. Alors bon, déjà, je suis pas un grand fan de Stranger Things, donc ça ne regarde que moi. Mais il y a un côté... clairement, on est plus dans du Cthulhu pour moi sur la fin. C'est mon opinion. Donc la première partie est vraiment très très bien. Donc l'ombre sur Westhaven, de quoi ça parle? Il y a très très longtemps, donc un peu après l'époque des sorcières, il y avait un type qui vivait au fin fond de la Pampa, qui était un cultiste d'Ithaca, qu'on appelle ici, c'est le grand vent, je crois. Non, le marchand sur le vent, donc Ithaca. Il était béni d'Ithaca, c'était très bien, sauf que il a fini par mourir. Et ses enfants, puis ses arrière-petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants ont continué un peu à vénérer ce culte-là. Sauf que les petits-enfants n'ont jamais réussi à atteindre le degré de faveur que le grand ancien avait envers eux.
Donc ils sont très jaloux, ils sont pas contents, et c'est des espèces de redneck serial killers qui vivent au fond des bois. C'est un frère et une sœur, Gustave et Sidney. Sauf que l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Jedediah Bromstead, est mort, mais ils l'ont enterré sous leur maison. Et un jour, évidemment, vous voyez le truc venir, il y a Thomas Klein qui arrive et qui dit « Bah écoutez les gars, moi je peux vous rendre la ferveur que Ithaca vous nie, mais j'ai besoin du cadavre de votre arrière-arrière-arrière-grand-père pour ça. » Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va réanimer Jedediah Bromstead pour récupérer... En fait, il arnaque le frère et la sœur. Son but, c'est effectivement de réanimer le mort-vivant qui avait l'ancien sorcier qui avait la faveur d'Ithaca, mais pour se l'approprier à lui, et en gros, il roule tout le monde dans la farine. Donc la première partie est vraiment bien, c'est-à-dire que vous allez faire du canoë tranquillou. Donc le Klein sait qu'il va faire un rituel à Westhaven, donc il envoie sa fille et les scouts très très loin à Muskrat Lane, donc le lac du rat musqué qui est assez loin de la ville, où en fait vous faites du kayak, tout va bien. Sauf que, évidemment, c'est là où les deux infâmes cultistes sont présents, et les cultistes, ils ont un job, ils ont une sorte de hobby qu'ils aiment beaucoup, grand hommage à Blair Witch. Ils kidnappent des gens, ils les tuent, et après ils les enserrent dans des ronces, qui fait qu'il y a des espèces d'épouvantails monstrueux de ronces qui se baladent. Vous pouvez les surprendre, donc voir, et surtout quand vous levez le lendemain matin, il y a deux petites filles qui ont disparu de votre groupe, et donc c'est à vous d'aller les chercher. Vous pouvez vous faire attaquer par une sorte d'espèce de gobelins de ronces, qui dorment la journée, donc en fait ils sont endormis, donc vous pouvez les trouver, et ils s'animent la nuit pour essayer de vous attaquer. Donc vous pouvez tomber sur les espèces de rituels qui sont pratiqués par ces horribles avec des altares, avec des autels profanes au fin fond des bois, pour finir sur un finish où, en gros, évidemment, votre chef scout va être kidnappé, kidnappé dans une espèce de cabane qui appartient à la fratrie sanglante. Et c'est à vous de vous débrouiller pour essayer de les neutraliser, tout en essayant d'éviter de se faire choper par l'espèce de démons de ronces. En fouillant la pièce, donc il y a toutes sortes, dans un grand classicisme, de pièges, d'enquêtes, d'indices qui sont présents dans la cabane au fond des bois, et évidemment vous tombez sur la dernière demeure de l'ancien sorcier, sauf que le sorcier n'est plus là, ce qui vous laisse à penser qu'il y a un cadavre qui a été bougé très très longtemps, mais dans quel but? Et c'est là où donc j'aime beaucoup cette ambiance un petit peu massacre à la tronçonneuse, Blair Witch, je suis un grand fan. Par contre, il y a une deuxième partie au scénario qui s'appelle Les Mains de l'Hiver, que j'ai pas du tout aimé, où en gros vous arrivez en ville, Thomas Klein a lancé un sortilège sur tout le monde, donc c'est l'hiver, donc tout d'un coup pouf pouf mystère, donc l'influence du grand ancien a provoqué l'hiver, et tous les adultes sont plus ou moins contrôlés, ont une peur panique de Thomas Klein, et Thomas Klein leur a demandé de construire une tour. Donc ils construisent une espèce d'immense tour au milieu de la ville, et c'est à vous d'aller retrouver dans cette ville, dans la ferme de Gustave, donc Gustave c'est l'un des deux frères du fin fond de la forêt, pour trouver le finish, donc évidemment c'est hyper creepy, ça fait peur, c'est la maison hantée, pour potentiellement retrouver Bromstead, qui est en train d'être réanimé par Thomas Klein, et neutraliser à la fois le mort-vivant et le sorcier. Avec beaucoup de malchance, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver au milieu du rituel, c'est-à-dire que la tour est faite pour que Thomas Klein puisse communiquer avec Ithaca et montrer en fait l'ancien corps, enfin montrer le mort-vivant, le sorcier, et lui piquer en fait sa faveur. Donc le finish est très très libre, c'est-à-dire que soit vous arrivez très tôt, vous arrivez à clôturer l'affaire avant, soit vous arrivez pendant le rituel et là vous avez quelques secondes pour agir, soit vous arrivez après et Klein est déjà béni en fait par Ithaca et donc il est beaucoup plus costaud. Vous pouvez aussi faire intervenir les deux rednecks si vous ne les avez pas tués, puisque eux ils vont être très très en colère du fait que Klein essaie de rouler dans la farine. Vous pouvez utiliser la fille de Klein pour que son père arrête cette espèce d'acte de démence. C'est entièrement le finish est entièrement si vous voulez à votre sauce, mais je trouve que c'est un peu trop gros pour... Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu trop gros pour un finish. C'est pas comme ça que je... Enfin, c'est pas en faisant un rituel dans une tour et en contrôlant 3000 personnes que j'envisage, en fait, un finish de l'appel de Cthulhu. Mais je pense que l'ambiance qui était voulue était très différente de l'appel de Cthulhu, encore une fois. C'est pas vraiment de l'appel de Cthulhu, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, parce que sinon on se tape un peu la tête contre les murs. Donc, le seul truc que j'ai beaucoup aimé, et ça m'énerve parce que je suis incapable je sais que c'est une référence, mais je suis incapable de la trouver, c'est que donc l'espèce de vagabond magique que vous avez vu tout du long, vous le retrouvez après le rituel,
Et en fait, quand vous commencez à discuter avec, il est très bien habillé, il est très propre, taillé sur lui-même, et il dit, mais enfin, je m'appelle pas Jim, il n'y a que ma mère qui m'appelle Jim, je suis Monsieur James, ma femme m'attend, vous m'excuserez, enfin, je vous ai jamais rencontré. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce que Boxcar Jim a jamais existé? Est-ce que c'est un figment de l'imagination des enfants des scouts? Est-ce que c'est une sorte d'entité surnaturelle? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose où les enfants, en fait, en grandissant, ont perdu quelque chose, ont perdu leur âme d'enfant, une sorte d'étincelle, et que donc l'espèce d'entité magique, l'espèce de vagabond mythique qu'ils avaient créé n'a jamais existé? Ou alors est-ce que c'est une sorte d'impact du rituel qui a été fait par Klein et qui a changé le temps et l'espace et qui fait qu'en fait, Boxcar Jim a récupéré une vie qu'il a jamais eue. Enfin, ça, je trouve ça vraiment très très bien. Mais je sais que ça vient d'un film ou d'un bouquin. C'est probablement du Stephen King, mais je suis incapable de savoir. Ça fait une semaine que j'y pense. Je suis incapable de savoir d'où ça vient. Mais c'est super. Je trouve que c'est vraiment une très très belle façon de finir la campagne sur le fait qu'en fait les enfants passent à l'âge adulte et que la majorité des adultes, une fois passé le finish, les considèrent comme des égaux, comme des adultes et donc potentiellement des investigateurs du mythe. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a un dernier chapitre, une illustration très très laide, hein, je pense que c'est dû à la colo, qui vous propose des petits trucs supplémentaires, des petites histoires si vous voulez faire, notamment donc les fils de Seth reviennent avec des artefacts magiques. Il y a la vieille cabane étrange, très très bizarre du vieux Hanson, avec un fantôme évidemment. Il y a des migots aussi, donc il y a les migots qui commencent à kidnapper et laver le cerveau des gens. Donc vous pouvez vous battre contre. Le truc est assez important, on se moque pas de vous, c'est quand même des. C'est un mini scénar mais qui est quand même exprimé sur 3 pages, donc c'est pas déconnant, et c'est des pages en plus assez denses. Et on finit avec des glossaires sur les termes de scout, très pratiques, et les sorts qui vous sont donnés pour notamment des classiques, hein, mais il y a des trucs un peu différents comme la langue des bois qui fait qu'en fait il y a des ronces qui poussent de votre gorge pour essayer de vous étrangler, ce qui est assez glauquissime. Donc avec une sorte de référentiel sur les règles supplémentaires qui sont données, donc l'adversité, le sang-froid, les armes lourdes, le leap of logic, donc l'épiphanie, et les différentes manœuvres que vous pouvez faire, ainsi que le soin. On a des petits personnages qui sont créés, que vous pouvez télécharger en PDF hein, si vous voulez, les biographies, et on a fait le tour. Donc, quelle opinion j'ai sur ce jeu? Comme je disais, j'y suis allé vraiment à reculons, en me disant c'est qu'une exploitation de Stranger Things. On surfe sur la hype et je dois avouer que j'ai un avis beaucoup plus positif en sortant. Je trouve que c'est pas juste un coup de peinture, il y a un vrai effort de fait sur les règles, sur la conception du jeu. Il y a des trahisons qui sont faites à l'appel de Cthulhu qui ont un certain courage. Le fait de faire disparaître la santé mentale, le fait de rendre un jeu beaucoup moins mortel, le fait de se baser sur des histoires justement qui à la fois sont beaucoup plus simples, mais qui d'un autre côté se veulent énormes dans les finishes, demandent un certain courage, un courage que les concepteurs ont eu et que quelque part les ayants droit en fait de Chaosium ont eu. C'est vrai que je crois que c'est vraiment pour moi c'est l'une des forces de la V7. C'est un peu comme l'une des forces de la V7, c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté on a un truc assez classique réinventé, donc c'est des vieilles éditions ou c'est des scénarios qui marchent toujours aussi bien. C'est un peu comme, je sais pas, moi je suis en train de binger The Pit, qui est une série sur le médical par HBO, qui a été créée par le mec qui a fait Urgence, avec l'acteur principal de Urgence. Et je suis incapable de vous dire pourquoi ça marche, parce que concrètement, c'est la même chose qu'Urgence, mais pourtant, ils arrivent, avec quelques petits éléments supplémentaires liés post-Covid et compagnie, à faire un truc qui est vraiment captivant. Et j'ai l'impression que l'appel de Cthulhu, pour moi, la V7, c'est ça. C'est-à-dire que on reprend les mêmes, on change quelques petits trucs, et pourtant ça marche. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que comme Firetail soit complètement différent de l'appel de Cthulhu, mais pourtant, avec un nouveau point de vue sur quelque chose de classique, hein, je veux dire, ça reste, il y a un monstre qui est invoqué, il y a une investigation, il y a un rituel à faire, et il y a une conclusion, et ben, on arrive à offrir une nouvelle expérience. Et mine de rien, quand vous regardez bien le nombre de bouquins qui sont sortis pour la V7, il y a pas mal de bouquins, effectivement, qui sont des redites de choses anciennes, le bouquin sur Arkham, les campagnes du masque, bref. Mais de l'autre côté, il y a quand même pas mal, et il y a de plus en plus de bouquins, justement, qui sont donnés par des gens qui sont essentiellement des collaborateurs, donc pas les gens du cœur de l'équipe éditoriale de l'Appel de Cthulhu,
qui offrent des choses complètement différentes. Vous avez quand même un truc qui se passe au Japon dans les années 80, vous avez un truc avec des scouts. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très différentes. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas. Mais je trouve que comme Fire Tales, ouais, ils ont vraiment réussi ce tour de force par les règles, par la création d'une petite ville, de faire quelque chose qui est très similaire à Stand By Me, autant j'aime pas Stranger Things, autant Stand By Me, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, 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 et j'ai eu la chance de le présenter là quand il est sorti en version 4K au cinéma associatif de ma ville. Je trouve que le jeu marche, on se fout pas de votre tête, il y a quand même une campagne dedans, donc il y a quand même 4 scénars, c'est pas rien, hein, 4 scénars, même si certains sont assez courts. Il y a des règles qui sont faites avec beaucoup de courage pour trahir un peu l'appel de Cthulhu que je trouve pas bête. Je suis vraiment pas convaincu de la fin du dernier scénar, je la trouve très naze. Mais je pense que c'est l'idée de faire une sorte de montée en puissance pour avoir un final énorme et apocalyptique, mais qui, moi, me correspond pas. Enfin, en tout cas, à l'échelle où on joue, je trouve que c'est un peu too much, même si j'aime bien l'idée du passage à l'adulte, du vagabond mystérieux qui disparaît. Enfin, il y a des choses qui marchent bien. Donc voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est évident que si vous voulez pas faire jouer des enfants, ou que Kids on the Bike, Téléphone de Loop, ça vous aimez pas, l'achetez pas, ça sert à rien. Je veux dire, je vais pas vous dire qu'il faut l'acheter, hein. Mais si vous voulez proposer une alternative à l'appel de Cthulhu, encore une, peut-être à des enfants hein, ou des ados, ça peut être vraiment bien parce que c'est un contexte que tout le monde comprend. Les scouts, c'est quand même un élément qui est universel. Même, je pense, en 2026, ça reste dans le giron communal. Et l'expérience est différente, elle est moins violente, mais il y a toujours tous les autres éléments qui peuvent faire l'intérêt de l'appel de Cthulhu avec la recherche, le mythe. Et en plus, vous avez une dimension série télé qui est créée par la petite ville, où tout le monde a une personnalité, où vous allez interroger le mécanicien, où vous êtes le fils du libraire, où vous avez des rivaux, et cette évolution année par année qui est pas bête, en fait, qui lie à la fois le côté montée en compétence qu'on aime tous dans les jeux de rôle où on prend en puissance, avec le passage à l'âge adulte qui est pas déconnant, qui est quelque chose évidemment, que ce soit les Harry Potter, les Stranger Things, c'est un truc qui est très prégnant en fait dans la littérature enfantine des dernières années. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Je sais que c'est pas un avis qui est hyper tranché, puisque encore une fois, si vous avez aucun intérêt, passez votre chemin, mais si vous voulez offrir une autre expérience en fait à vos jeunes joueurs ou à des gens qui débutent hein, simplement, c'est quand même pas si mal et je trouve que c'est quand même plus soft que la maison hantée où en gros vous allez tout de suite vous prendre un lit ou un couteau dans la tête. Là au moins, il y a une montée en gamme, il y a une montée en puissance et il y a vraiment un champ lexical de littérature, de cinéma dans lequel tout le monde peut se retrouver en 2026. Et je trouve ça pas si mal. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur Campfire Tales, les scouts contre Cthulhu. J'espère que ça vous plaira, comme d'hab, si vous aimez. Laissez des commentaires, likez, je sais pas, parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je suis sûr que Brian et tous ses petits copains seront très ravis de m'envoyer d'autres bouquins. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Allez, salut!